Et donc, ça, c'est déjà un problème. Deuxièmement, nous avons un problème sérieux lié au fait alloué d'abord pour la recherche scientifique, d'une manière générale, et deuxièmement pour la recherche scientifique spécifiquement liée aux zones humides. Et c'est comme ça que nous, chercheurs, nous sommes en train de nous débrouiller. On fait des demandes à l'extérieur, par-ci par-là, pour chercher des bourses. Il y a beaucoup de thèses de doctorat ou encore des mémoires, des masters ou des licences qui devraient être initiés. Mais il n'y a pas moyen de faire ces choses. Dans le secteur des zones humides. Et aussi, dans nos universités, il y a beaucoup de universités. Donc la RDC, c'est vraiment un pays continent quand on parle des zones humides. Je vais vous donner un exemple. En Belgique, quand on parle seulement de la mer, c'est vraiment comparable à notre rivière ici, à côté de nous, la rivière Nyamukao. Et ils appellent ça fleuve, parce qu'ils sont pauvres à un écosystème aquatique. Mais ici chez nous, dans notre pays continent, la RDC, nous avons jusqu'à plus de 500 écosystèmes aquatiques. Là, c'est comme ça que les gens ils sont en train de jouer avec cette écosystème parce que nous avons un potentiel énorme en termes de productivité. Et c'est comme ça que les gens négligent ces zones. Alors que dans d'autres sites, en tout cas, ce sont des zones à protéger. Et notre problème dans la recherche scientifique, c'est l'absence. Un besoin que j'ai ressenti, c'est l'absence d'un cadre de il n'y a pas un cadre de concertation pour les chercheurs, les communautés, tout ça, les mandats, les partenaires devraient se réunir autour d'un cadre de concertation où on parlerait uniquement de zone humide et on donnerait à ces occasions l'importance à ces zones. Moi, je remercie encore cette assise donc ce magazine a initié beaucoup l'histoire des activités. Pourquoi pas organiser même des visites, des randonnées vers des zones humides qui sont ignorées. Ici, les journalistes. Comment expliquer que quelqu'un qui est né ici n'a jamais foulé les pieds au lac Abou? Mais on connaît pas le lac Abou. Nous, on a étudié loin des villes, on a pu nous parler du lac Moubou. Mais quelqu'un né ici à côté de ce lac-là, mais il n'a jamais été visité même pendant quelques minutes. Pour ça, votre problème, n'est-ce pas? Et nous devons commencer même à enseigner depuis l'école primaire l'importance de ça. C'est un défi. Je crois que nous devons, vous allez comprendre avec moi que les avantages sont clairs par rapport quand on parle de zones humides. Les solutions maintenant tardent. Ce qui manque, c'est plutôt maintenant la volonté d'agir. Donc les gens connaissent, comment on connaît, nous les scientifiques qui connaissons l'importance de ces zones-là. Et ce qui prennent les pas maintenant, c'est la volonté d'agir. Les gens ne veulent pas agir pour donner la valeur à ces zones humides pour lutter contre le changement climatique. Et je vais terminer par dire qu'il nous faut aujourd'hui stopper avec la disparition de ces zones humides. Car il coûte 5 fois, donc scientifiquement il est dit, il coûte 5 fois moins cher de protéger une zone humide que de compenser la perte des services écosystémiques que cette zone pouvait nous donner et encore que ça nous donne d'une manière gratuite. Donc ce sont des services que ces zones nous donnent d'une manière gratuite. Mais nous ne voulons pas. Voilà, sinon merci beaucoup, c'était patient. Además, il faut bien que nos téléspectateurs ont senti que vous avez fait autant de choses, en parler par rapport à ces zones humides.
et bien sûr pas mal de gens ignorent. Et donc voilà, c'est ces magazines, c'est cette émission qui sera toujours là pour plonger les populations, les téléspectateurs dans des connaissances profondes à ce qui concerne les zones humides. Sincèrement, nous vous remercions pour cette intervention et nous rappelons que ce n'est pas pour la dernière fois de pouvoir vous inviter dans ce plateau qui concerne bien sûr l'écologie d'une manière un peu générale. Sinon, c'était patient. Je rappelle encore une fois que vous êtes expert et chercheur sur les zones humides dans le bassin de la Seine-Liquide. Merci beaucoup et on va se voir encore une fois à une prochaine occasion. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la toute première intervention en ce qui concerne les zones humides. Et je suis sûr et certain que vous avez aussi, comme moi, c'est sûr, une ignorance profonde en ce qui concerne les zones humides. Mais voilà, à travers cette explication brève et claire de cet expert, chercheur dans les zones humides, c'était Passia Alema. Vous venez de découvrir autant de choses fantastiques. Il n'est pas seul dans ce plateau, nous avons pas mal d'invités. Nous allons pouvoir accueillir l'autre invité, c'est M. Hussein Nanga. Je vous ai bien dit que non, il est le directeur provincial de l'ACOI. Et premièrement, avant de nous plonger dans cette matière qu'il lui a prévue pour nous, je vais d'abord lui laisser la place pour pouvoir s'expliquer, s'exprimer ou se présenter, quoi. Parce que vous savez, ça c'est vraiment un grand homme, il doit avoir beaucoup de casquettes. Et avant tout d'abord, encore une fois, je l'accueille. Bienvenue encore une fois, monsieur Hussein. Merci beaucoup. Voilà, face à ce grand public qui nous suit partout dans le monde entier, vous pouvez vous présenter. Ok, merci pour la parole, monsieur le journaliste. C'est votre serviteur, Hussein Nanga Ombibambe. Je suis le directeur provincial de l'Agence congolaise de l'environnement, qui est un des services publics de l'État en caractère technique et scientifique, qui a été créé depuis 2014. Et on a installé la direction provinciale ici à Ituri et est opérationnelle depuis 2018. Et nous sommes là depuis 2020 ici à Ituri pour animer cette direction provinciale, à la tête de cette direction provinciale. Mais aussi, nous sommes aussi dans les domaines scientifiques où nous avons des charges horaires au niveau de la faculté. Ici, précisément à Ituri, ici dans la ville de Bunia, nous passons des cours à l'université Chalon, à la faculté de l'environnement, mais aussi ailleurs. Donc on est aussi assistant d'université. Et nous suivons les études, nous voyons là où Dieu va nous amener, dans les domaines scientifiques. Et c'est ça un peu à global, ce que nous sommes. Voilà, donc chers téléspectateurs, vous avez senti que c'est bien lui qui représente ici l'antenne publique, si je peux le dire, à notre parfait écologique. Il faut savoir les services écosystémiques, quels sont les avantages que nous pouvons avoir dans cette exploitation qui veut bien dire les exécuter, d'autant plus que le gouvernement congolais a lancé une offre de partout dans le monde entier, les gens sont en train de vouloir et d'autres ont postulé. Quels sont les avantages qui se sont profils de communauté qui nous rendent de cette exploitation sur cette exploitation des ressources naturelles dans son ensemble, puisque c'est vraiment d'une manière un peu générale cette exploitation. On voit l'exploitation forestière, on voit l'exploitation de la piste, on ne voit pas minière. Alors, est-ce qu'il y a des avantages qui sont autour de tout cela s'il voit cette exploitation cette Monsieur le journaliste, comme je l'ai dit, nous sommes l'Agence congolaise de l'environnement. Nous sommes appelés à faire les évaluations environnementales et sociales pour dégager les effets, les impacts positifs et négatifs des projets, des activités qui se réalisent ici en République démocratique du Congo. Et par rapport à l'exploitation des ressources naturelles de manière générale, si on voit l'exploitation forestière, on voit l'exploitation minière, on voit l'exploitation lacustre, donc le nord-rivière, l'écosystème que nous avons ici en Ituri, qui est le lac. Il y en a plusieurs effets positifs qui sont attachés à cela.
qui peut être directement bénéfique aux communautés locales ou aux communautés riveraines qui vivent dans ces zones-là. Et premièrement, la présence d'un investisseur, la présence des dons, quand on développe une exploitation d'une ressource naturelle, c'est d'abord, ça offre aux communautés locales une opportunité d'emploi. Les communautés locales ont une opportunité d'emploi parce que si les choses se passent correctement comme il se doit, on doit engager localement. Inutile de faire d'apporter une main d'œuvre de l'extérieur alors qu'il y a des jeunes qui sont là. Donc beaucoup de jeunes ont la facilité d'accéder à l'emploi, ce qui pose problème dans notre pays. Il y a plusieurs jeunes qui n'ont pas d'emploi. Mais si se développe une activité d'exploitation d'une ressource naturelle, ça donne vraiment une opportunité aux jeunes d'avoir de l'emploi. C'est la première des choses. Deuxième des choses, il y a l'accroissement des revenus des ménages. Parce que quand il y a déjà des chefs de ménage qui ont de l'emploi, ils ont les revenus régulièrement et descendent, régulièrement, ils ont ça, ça fait à ce que leurs revenus puissent accroître. Peut-être leurs activités de substances qu'ils avaient avant, aujourd'hui ça peut accroître avec les revenus par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Avec un travail, ça peut encore accroître les revenus. Et automatiquement par ricochet, ça implique qu'il y ait amélioration des conditions de vie des ménages, des membres de ménage. La deuxième des choses, c'est que une exploitation, donc l'exploitation des ressources naturelles peut donner, peut améliorer les infrastructures sociales de base. Donc on peut réhabiliter les nouvelles infrastructures de base. On peut construire des routes ou réhabiliter des routes. Deuxièmement, on peut réhabiliter les écoles, les centres de santé ou les hôpitaux et les équiper. Il y a les écoles, etc. Les marchés, ça fait partie des choses qui peuvent faire. Et la communauté sera la bénéficiaire parce qu'elle va en servir aussi. Quand il y a des routes, ils vont aussi l'utiliser pour évacuer leur production, ça va leur faciliter. Ça fait partie des effets positifs de l'exploitation. Troisièmement, il y a le fait qu'il y aura attraction des activités économiques dans la zone. Parce que l'investisseur, il va venir avec les investissements. Et ces investissements-là vont faire à ce qu'il y ait d'autres investisseurs, d'autres opérateurs économiques qui seront attirés par son investissement pour venir développer leurs activités économiques. Donc il y aura accroissement des activités économiques dans la zone. Et ça va diminuer, ça va faire diminuer le coût des produits manufacturés qui coûtent cher dans la zone. Mais parce que comme il y aura les investissements à ce niveau-là, vous allez voir automatiquement qu'il y aura baissé, ça va faciliter aux communautés d'accéder à ça, à ces produits. Mais aussi, autre chose, il y aura aussi la promotion des niveaux de l'entrepreneuriat local. Si les choses se font correctement, la loi des sous-traitances dans notre pays dit est-ce qu'on doit privilégier les entrepreneurs, donc les entreprises locaux. Donc quand on doit donner les marchés de sous-traitance, on doit d'abord voir qui sont les entrepreneurs locaux. Et c'est à eux le vrai premier bénéficiaire. On doit les privilégier, on doit leur accéder les marchés. Et quand ils ont des marchés, des contrats, et aussi par ricochet, dans ce sens-là, on peut parler de l'équité. Si et seulement si les choses se font correctement. Mais aussi, il y aura augmentation du budget de l'État. Quand on dit au travers le paiement des taxes, quand l'opérateur paye correctement les taxes vont se payer à tous les niveaux. Aujourd'hui, les ETD, donc les secteurs des chefferies, ont la personnalité juridique. Ils ont des taxes qu'ils perçoivent au niveau local. Et quand ils perçoivent au niveau local, au niveau provincial et au niveau national, il y a aussi des redevances qui sont reconnues par la loi. L'État congolais, à tous les niveaux possibles, peuvent répondre aux desiderata, aux besoins des communautés directement au travers ces parce que si l'ETD n'a pas de moyens, l'ETD est capable même d'initier une activité de développement dans son entité. Mais s'il a les revenus, il est capable de développer les activités, d'affecter cet argent pour développer, pour améliorer les conditions de vie des communautés. Ça fait partie de plusieurs effets positifs qui peuvent s'atteindre. Mais aussi, autre chose, c'est que ça peut entraîner les échanges d'expériences. Parce que les formations, on peut faire des renforcements des capacités aux jeunes pour accéder à des travaux X, Y. Ça fait partie d'échanges d'expériences qui peuvent se faire
mais aussi si l'entreprise est bien faite et que les communautés ils sont bien accompagnés par les ONG, par d'autres partenaires pour créer les activités alternatives de revenus. Et en cela, il peut y avoir des négociations avec l'entreprise qui vient investir en termes de cahier des charges. Et quand dans les cahiers des charges, si la communauté est bien accompagnée par les experts, ils peuvent aussi mettre des actions alternatives par rapport à l'exploitation qui est en train d'être faite. Parce que dans la plupart des cas, les ressources naturelles, il y a de ces ressources naturelles qui sont épuisables, mais il y a de ces ressources naturelles qui ne sont pas épuisables, qui sont renouvelables. Même si c'est renouvelable, parfois il faut voir le niveau de renouvellement des ressources. Ça peut prendre quel type de génération? Est-ce que la même génération qui est aujourd'hui, là, le renouvellement de cette ressource pourra, ils peuvent être bénéficiaires, ou bien directement la génération qui suit peuvent bénéficier après le renouvellement de la ressource qu'on a utilisée, qu'on a exploitée aujourd'hui. Et ça fait partie des choses qu'il faut voir. Et c'est comme ça que les activités alternatives font partie des opportunités favorables pour les communautés. Donc ça fait partie de plusieurs actions qui peuvent être au bénéfice des communautés. Voilà, merci beaucoup M. Hussein. Alors, selon les lois et codes de la RDC qui régissent les hydrocarbures, que devrait normalement faire le ministère des hydrocarbures avant de procéder à la vente des blocs pétroliers, comme par exemple études scientifiques? Qu'est-ce que le ministère devrait faire? Je sais que nous, l'environnement, au travers la vice-premier ministre de l'environnement, notre chef de mission qui est le numéro 1 de l'agence congolaise de l'environnement, nous encourageons l'initiative de notre gouvernement pour que quelques blocs soient exploités. Pourquoi nous le disons? Parce que notre pays a des outils pour gérer les effets négatifs, les effets néfastes. Mais si et seulement si cette exploitation respecte les mesures, les outils mis en place pour la gestion des effets négatifs de cette exploitation. Et ce que devait faire, et ce que fait le gouvernement congolais, qui n'est pas seulement le ministère des hydrocarbures, parce qu'il y a des actions concertées avec d'autres ministères spécialisés, il y a des études. D'abord, il faut qu'on soit en mesure de dire si nous avons une potentiel de ces ressources naturelles, soit dans tel X ou Y domaine, mais si quand nous parlons de pétrole, est-ce que nous avons des réserves qu'on peut exploiter? Et nous disons ça existe. Ça ne vient pas du hasard, parce qu'il y avait des études qui ont été faites. Mais aussi, quand on a ça, au préalable, avant de faire des exploitations, il y a des études de faisabilité qui devaient démontrer la quantification de ce qu'on a. Après la quantification, ça va quand même dire que nous avons combien de barils potentiels à exploiter. Mais aussi, quand on a déjà des quantifications, il y a d'autres qu'on doit développer. Quel système qui entoure cette potentialité réserve qu'on doit exploiter? Quels sont les écosystèmes qui existent et quel est leur niveau de vulnérabilité pour que on adapte on puisse adapter une approche spécifique à son exploitation. Ça fait partie. Et c'est là qu'on dit, dans chaque projet qui doit se réaliser dans notre pays, il y a une obligation. On doit faire une évaluation environnementale et sociale pour dire quels sont, pour évaluer, pour identifier les effets néfastes, donc les impacts négatifs et les impacts positifs. Ça signifie ça, c'est déjà une prise de conscience que nous encourageons, que ça puisse vraiment s'accentuer, que ça puisse aller de l'avant. Mais aussi, nous avons les organisations non gouvernementales qui sont là pour dénoncer, pour encourager, pour appuyer l'État dans ce qu'il fait. Et ils sont là. Voilà le cadre que nous avons aujourd'hui. C'est juste dans ce sens-là pour dire que nous devons continuer à être un pays solution. Et nous, l'État congolais, nous sommes d'accord pour appuyer ça. Et bien nous voulons aussi que notre population puisse vraiment jouir de cette richesse. Voilà, merci beaucoup. Et pour les cas que le candidat décide de l'autorité publique à notre plateau aujourd'hui,
est-ce qu'il y a des difficultés qui sont liées à l'exploitation des ressources naturelles au niveau de la province, comme si vous pouvez si on peut dire, le combat? Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont liées à l'exploitation des ressources naturelles à la province? Ou s'il y en a exactement, quelles sont les recommandations que vous avez, que ce soit face au gouvernement central, et que ce soit face aux partenaires, mais également à la population, pourquoi pas aux organisations, même initiatives de cette Oui, l'exploitation des ressources naturelles en RDC, et plus particulièrement en province de l'Ituri, a quand même, bien qu'il constitue une opportunité, mais aussi ça constitue des menaces, ça c'est réel. Parce que c'est difficile de trouver dans un projet le risque est zéro. Il est difficile. C'est pour ça que notre gouvernement a mis en place une mesure contraignante pour faire les évaluations environnementales et sociales. Et dans ce sens-là que nous disons que ici à Ituri, il y a quand même des menaces, il y a quand même des faiblesses qui s'observent dans l'exploitation des ressources naturelles. Je peux prendre l'exemple de ce qui est opérationnel ici, nous avons des mines, l'exploitation minière en Ituri, ça se passe, mais en violation de la loi minière qui existe, de la loi environnementale qui existe. Ça c'est déjà un problème, parce que nous voyons aujourd'hui, on ne sait pas bien dire quel type d'exploitation qui s'exerce avec nos amis coopératifs minières. Est-ce qu'ils font l'exploitation artisanale? Est-ce qu'ils font la petite mine? On ne sait pas bien catégoriser. On ne sait pas bien catégoriser. Est-ce qu'ils respectent? Ils sont dans la strict respect de la loi minière en matière de conservation, de protection de l'environnement. Est-ce qu'ils respectent les exigences environnementales dans cette matière et sociale? C'est un problème sérieux. Ça fait partie. Donc, c'est pour dire que nous avons des textes dans notre pays, dans notre province, mais la mise en application, ça pose un peu de problème. Et la première des choses, c'est que nous devons commencer par là. Si nous voulons vraiment que les choses se passent correctement, on doit commencer par respecter. Je peux prendre un exemple simple. Nous avons combien de stations-service ici dans la ville de Guinée? Combien de stations-service qui existent, qui est opérationnel ici, a des certificats environnementaux? C'est une question. C'est combien ont mis en place des politiques de prévention des risques sociaux et environnementaux? Vous arrivez, il faut comme si c'est, comme ils appellent ça la tracasserie. Non, c'est pas la tracasserie. Il est important avant de se lancer dans une activité lucrative qui a des effets négatifs sur l'environnement. Avant de s'y lancer, vous devez d'abord vous évaluer si vous êtes capable ou pas. Vous n'êtes pas capable, il ne faut pas s'endeurer dans ça. Parce que vous amenez des problèmes à notre État que de trouver solution. Merci beaucoup, M. Hussein Nanga. Je rappelle que vous êtes directeur provincial de l'Agence congolaise de l'environnement. C'était un grand plaisir de vous accueillir dans ce plateau écologique. Merci beaucoup et à nous revoir pour la Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'avant-dernier intervenant. Nous allons pouvoir accueillir également Madame Nicolette, qui est bien sûr la programme manager de l'organisation Arbre. Il n'y a pas d'entrée dans les ces questions. Voilà, Madame Nicolette, encore une fois, bonjour. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter de mieux à large, puisque moi, L'arbre que nous parlons ici, c'est une onge qui a été foyée dans la ville de Siro, en Vestie. Et puis, dans les
2019, notre action est venue pour... Une fois cette exploitation, c'est que qu'est-ce que la jeune fille et la femme peut avoir des conséquences néfastes? Effectivement, l'exploitation pétrolière en se développant est sujet des effets négatifs ou néfastes sur la communauté en général, mais sur les femmes et jeunes filles en particulier. Précisément. Si tu pouvais nous parler de ces différentes conséquences que bénéficient dans la vie des femmes et des jeunes filles. Merci. L'exploitation pétrolière peut impacter positivement et négativement la vie de femmes et jeunes filles dans notre population. Positivement, parce qu'on ne peut rien faire sans avoir des points positifs. L'exploitation pétrolière peut contribuer à l'octroi à une opportunité d'emploi comme le DP de l'Alliance congolaise de la Balaï et en Vendée. Elle peut aussi contribuer à l'amélioration des infrastructures, telles que la construction des écoles, des hôpitaux, des puits d'eau dont les femmes seraient vraiment bénéficiaires. Cependant, elles pourront alors impacter plus les paramètres de vie d'une femme et d'une jeune fille, donc principalement les activités de vie quotidienne et subsistance, comme des commerces et des petits commerces. Dans un milieu, la femme représente vraiment trop pour la vie quotidienne. Pour des activités, par exemple des commerces et des petits commerces, ça peut handicaper les femmes parce que quand il y a l'entrée des personnes, on peut leur interdire de faire leurs travaux comme elles le faisaient avant. Ça peut handicaper, ça peut plus leur permettre de poursuivre leurs activités qu'ils faisaient jadis. Mais aussi, quand il y a l'entrée des gens pour l'exploitation pétrolière, il y a d'abord des localisations de la population, autochtone. Quand on délocalise une population, on vous prend et on vous amène dans un autre endroit, il y a difficulté que vous puissiez s'adapter à un niveau encore. Elles n'auront plus d'autres propositions que de faire la prostitution en fait de gagner des choses. Quand il y a la prostitution, il y a propagation des maladies, des sinistres, qui va handicaper de plus la vie quotidienne des jeunes filles et des femmes. Il y aura aussi des grossesses précoces, parce que les femmes, nous faisons des n'importe quoi, ça peut causer des grossesses précoces. Il y aura des divorces des familles, mais aussi il y aura aussi des violences basées sur le genre. Sur le plan socio-culturel, dans des endroits, par exemple dans les lacs de bois, il y avait aussi des pétrolières qui se fait là-bas. Il y a eu la voix des femmes. Il y a des non-respect de leurs us et coutumes. Il y a d'autres us et coutumes qui sont là, qu'on ne devait pas détruire, mais l'exploitation pétrolière ne regarde pas sur ça, ne compte pas sur ça, juste faire leurs travaux, je sais. Quand il y a déjà le non-respect des us et coutumes, ça peut diminuer aussi les problèmes de métissage de culture. Dans notre culture, on nous demande de faire ceci, mais l'exploitation pétrolière n'a vraiment à faire avec ça et il faut juste leur travail. C'est ça le pays, c'est que nous pouvons donner comme part que l'exploitation pétrolière peut causer sur les femmes et jeunes filles. Merci beaucoup Madame Niclette. Et je crois que alors la dernière question, comment est-ce que les femmes dans la prise de conscience, qu'est-ce que ces femmes, ces jeunes filles peuvent faire
pour essayer de lutter contre tout cela que vous venez de citer, surtout comme partie négative qui est liée à l'exploitation pétrolière? Premièrement, il n'y a rien qui peut se faire sans une prise de conscience personnelle. Quand les femmes et jeunes filles sont conscientes des effets néfastes que peuvent occasionner l'exploitation pétrolière, elles seront en mesure de mettre, de développer un niveau qui pourrait diminuer leur vulnérabilité face à cette exploitation. Les femmes doivent être formées et formées, parce que quand quelqu'un n'est pas informé, c'est sera difficile qu'il puisse chercher à atténuer ou chercher à atténuer ce qui va venir comme conséquence. Les femmes doivent être formées et informées sur les enjeux liés à cette exploitation. Elles peuvent unir leurs forces, leurs efforts dans des systèmes, même des réseautages plus forts en fait en fait de faire entendre leur voix, oui bien sûr, pour lutter contre ces impacts négatifs. Elles peuvent aussi renforcer leur capacité, parce que si vous devez faire un tel acte et qu'il ne s'en tire pas, vous pouvez changer le mécanisme, mais quand ceci n'a pas tenu, nous devrons faire ceci. Elles doivent renforcer leur capacité de résilience, bien sûr, et d'essayer d'être plus fort en fait de lutter contre leur vulnérabilité face à des impacts. Et plus elles vont faire cela, ça peut occasionner à ce que les décideurs puissent écouter leur voix et essayer de chercher comment faire pour répondre aussi aux besoins de ces femmes, en fait d'avoir un équilibre. Nous, en tant que femmes et un membre de l'ONG Arbre, qui partage sa vision de mettre un équilibre optimal, nous pouvons aussi intervenir lorsque ces femmes voudront rehausser leur voix. Vous serez juste un peu pour que la voix de ces femmes soit. Oui, mais nous, on va intervenir si et seulement si ces femmes font des choses de manière à suivre les lois. Qu'elles ne partent pas en dehors des lois, en désordre, puis qu'elles partent vraiment droitement, qu'elles fassent leur oui, de manière logique, à ne pas aussi aller contre la loi, parce que nous aussi, on ne peut pas accepter s'adhérer dans une chose qui ne suit pas la loi. Merci beaucoup, Madame Nicolette. En tout cas, c'est une intervention féminine et donc à toutes les femmes, si vous aurez peut-être des voix à hausser à un certain moment, bien sûr, dans le cadre de la protection de l'environnement, ça sera vraiment important que vous puissiez bien sûr être accompagné par l'organisation Arbre. Mesdames et messieurs, sinon, merci beaucoup Madame Nicolette. Je rappelle encore une fois que vous êtes programme de manager de l'organisation Arbre. Et je suis sûr et certain que ce n'est pas aussi la dernière fois d'ailleurs de vous accueillir en ce plateau, d'autant plus que cette organisation fait partie des partenaires efficaces de ces magazines. Sinon, mesdames et messieurs, voilà, nous avons essayé de décortiquer certaines questions, certaines thématiques qui nous ont été bien sûr développées par nos invités, nos experts. En première position, nous avions eu C.T. Passia Alema, qui est expert chercheur sur les zones humides dans le bassin de la Sénégal, qui essaie de développer une bonne thématique et répondre à nos différentes questions auxquelles bien sûr vous avez un peu des zones d'ombre sur certaines questions concernant l'environnement. Et à deuxième position, nous avons invité M. Oussenanga, qui est le directeur provincial de l'Agence congolaise de l'environnement,
qui a essayé de nous expliquer, surtout de nous informer à la partie publique et par rapport à cette exploitation pétrolière qui veut bien sûr s'exécuter. Et tant soit fait. Nous avons aussi accueilli Madame Nicolette, qui est la programme manager de l'organisation Arbre. Sinon, avant de chuter ou alors de clore notre programme d'aujourd'hui, je viens encore une fois remettre le microphone à Monsieur John Lufukaribou, qui est le directeur exécutif de l'ONG Fored. Tel que je vous l'ai dit au début, c'est bien cette organisation qui est comme à l'initiatrice de votre programme que vous êtes en train de suivre maintenant de partout où vous vous trouvez. Et donc, avant de chuter, je viens encore une fois lui remettre le microphone. Monsieur John Lufukaribou, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, je suis sûr et certain que vous avez peut-être un dernier mot face à toutes ces interventions. Vous êtes aussi un grand environnementaliste et vous avez essayé d'écouter les points de vue des autres. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à notre première thématique d'aujourd'hui avant d'éclore notre programme d'aujourd'hui? Oui, à conclusion, c'est un sentiment de satisfaction. Parce que je peux dire que ce cadre est une réussite parce que je trouve que sa vision, sa mission doit s'atteindre. C'est peut-être pourquoi nous allons atteindre sa mission ou sa vision parce que prévenir ou réduire ou minimiser les causes ou les impacts des activités anthropiques, c'est-à-dire les activités que l'homme cause sur la nature, c'est ça notre mission. Alors, vu ce que nos experts ont parlé par rapport au thème d'aujourd'hui, je le remercie beaucoup. C'est un grand remerciement que j'adresse principalement à chacun, notamment à notre expert chercheur sur les zones humides. On a bien attendu, on a bien écouté. Je pense que les autres ont bien capté avec moi. Il y a la dame qui a parlé de la voix de la femme sur la destruction des moyens de substances, sur l'environnement, notamment comme le lac Albert. Il y a notre chercheur, chef assistant à l'université et aussi directeur d'une grande agence provinciale. Donc, nous comprenons que cette réussite, ce ne sera pas que John et ses alliés, mais c'est une réussite pour tout le monde. Alors, à conclusion, je demande l'adhésion de tout le monde pour soutenir notre magazine et l'appropriation surtout de notre communauté, puisque c'est un magazine communautaire. Mais je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur John Lufukaribou. Sinon, mesdames et messieurs, si vous êtes en train de suivre votre magazine, c'est Café Écologique. Alors, c'est peut-être vous étiez alors à la recherche d'une chaîne numérique pour pouvoir vous donner des informations, pourquoi pas des formations en ce qui concerne l'environnement. Franchement, n'oubliez pas à vous abonner à cette chaîne. Donc, cliquez tout droit, s'abonner et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos publications qui vous seront chaque fois publiées sur cette chaîne numérique. Et surtout, n'oubliez pas à liker pour nous dire que vous êtes en contact avec nous. Et ça pour autant, oubliez à partager dans vos groupes WhatsApp et partout, à toutes vos connaissances. Essayez de partager cette chaîne afin que nous ayons plus de maximum de personnes protectrices de quoi? De l'environnement. Nous sommes là pour la protection de l'environnement et tout le monde doit jouer son rôle. Et donc, l'environnement et l'homme marchent de pair. Si l'environnement est à danger, c'est l'homme qui est à danger. Et donc, partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs, partout dans le monde entier, contactez-nous et partout où vous êtes, essayez de protéger l'environnement comme il se doit, d'autant plus que nous vivons avec cet environnement. Quant à moi, j'ai ce grand plaisir de vous présenter ce tout premier numéro du Café Écologique. On se retrouve à la prochaine occasion, au prochain numéro. J'étais Léo Mastaki à la présentation de votre émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Merci. Ciao.